Tout est calme sur le front de l'Est quand soudain, quelque part dans l'immense obscurité de la nuit, un doux sifflement se fait entendre, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il soit pratiquement au-dessus de nos têtes. Sa source reste mystérieuse jusqu'à ce que le fracas assourdissant des explosions et une pluie de coups de feu éclatent. Le sol tremble. Les bâtiments s'effondrent. Des hommes crient. Et pendant un bref instant, 2 avions est visible au-dessus avant de disparaître dans la nuit aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Ces assaillantes étaient les sorcières de la nuit, un groupe de pilotes entièrement féminines qui ont terrorisé les nazis pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les nazis craignaient les sorcières de la nuit. Dimanche 22 juin 1941, l'Allemagne et les puissances de l'Axe ont lancé l'opération Barbarossa, et leur invasion de l'Union soviétique a commencé, se déroulant loin derrière les frontières russes. Cette guerre terrestre massive sera connue sous le nom de Front de l'Est, et elle est encore considérée comme le conflit militaire le plus vaste et le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Les soviétiques et leurs alliés allaient, bien sûr, l'emporter, et la guerre sur le front de l'Est prit finalement fin le 8 mai 1945. Mais cette victoire n'aurait pas été possible sans l'effort valeureux de milliers de soldats et l'aide moins connue d'un groupe choisi de femmes pilotes et navigatrices. La première de ces femmes était Marina Raskova, largement considérée à l'époque comme aujourd'hui comme l'Amelia Earhart russe. Raskova était déjà une pilote accomplie lorsque sa patrie fut attaquée en 1941. Au cours des années 1930, les clubs d'aviation devenaient de plus en plus populaires en Union soviétique. Bien que les femmes aient subi de fortes réactions négatives, elles n'étaient pas interdites de rejoindre ces clubs ni d'intégrer l'armée russe dans des rôles de soutien. Raskova a fait les deux. Elle a fait partie du premier équipage entièrement féminin de pilotes en Russie, a battu plusieurs records de vol longue distance et a été l'une des 3 premières femmes femmes et au micropome à recevoir la distinction de Héros de l'Union soviétique, la plus haute récompense du pays, en 1938. Elle était très respectée et hautement estimée, surtout parmi ses pairs. Alors, lorsque les combats ont éclaté et que l'Allemagne a menacé de prendre Moscou, Raskova s'est retrouvée submergée de lettres d'autres femmes russes, lui demandant comment elle pouvait aider à l'effort de guerre. Et elle ne cherchait pas à occuper des rôles de soutien. La colère, le chagrin et un patriotisme farouche avaient renforcé leur détermination. Elle voulait se battre. Profitant de sa réputation et de ses liens bien établis au sein de l'armée, Raskova a réussi à se faire écouter par Joseph Staline lui-même. Elle a adressé une pétition aux dirigeants soviétiques pour créer une série de régiments d'aviation de combat composés entièrement de femmes et il a accepté. Maintenant, ne nous méprenons pas ici. Staline et son Union soviétique n'étaient pas de fervents féministes cherchant à autonomiser les femmes russes pendant la guerre. Cet arrangement est plutôt né d'une commodité politique. Les premiers mois de la guerre n'ont pas été tendres pour les soviétiques. Pris presque au dépourvu, ils avaient besoin de toute l'aide possible. Quant à Staline, il ne s'intéressait vraiment qu'à l'énorme valeur de propagande internationale que représentaient ces potentielles femmes pilotes. Raskova avait déjà montré qu'elle pouvait inspirer par ses exploits d'avant-guerre et nul ne savait ce qu'elle accomplirait sur la scène plus vaste de la guerre. Ainsi, le 8 octobre 1941, Raskova reçut l'autorisation de créer le 122e groupe aérien composite. Le groupe était composé de 3 unités entièrement féminines de l'armée de l'air. Le 586e régiment d'aviation de chasse, le 587e régiment d'aviation de bombardement et le 588e régiment de bombardement de nuit. Raskova a personnellement sélectionné environ 400 femmes pour chaque unité parmi plus de 2000 candidatures et les a invitées à la rejoindre à l'école militaire d'aviation d'Engels où elles commenceraient leur formation. Ces volontaires étaient principalement des étudiantes âgées de 17 à 26 ans. Cependant, quelques-unes étaient déjà des pilotes chevronnés, comme la major Yevdokia Berchinskaya, qui comptait 10 ans d'expérience de vol à son actif, lorsque Raskova l'a désignée pour diriger le 588e. Mais Berchinskaya était l'exception, pas la règle. Celles avec le moins d'expérience étaient affectées au régiment de bombardement de nuit, car cette mission, moins précise et jugée moins dangereuse à cause de la faible visibilité pour l'ennemi, leur était confiée. Mais ironiquement, ce seraient ces femmes inexpérimentées qui gagneraient la réputation la plus redoutable.
En mai 1942, environ 8 mois après le début de leur entraînement, les membres du 588e régiment furent déployés sur le front sud. Ils recevaient de maigres rations et des uniformes d'occasion non adaptés aux femmes. Certaines d'entre elles allaient même jusqu'à bourrer leurs bottes avec de la literie déchirée pour mieux les ajuster à leurs pieds, mais elles ne renonçaient pas pour autant à leur touche féminine. Certaines membres du 588e se montraient créatives, utilisant des crayons de couleur pour souligner leurs yeux et colorer leurs lèvres, et quelques-unes allaient même jusqu'à peindre des fleurs et d'autres motifs sur leurs avions, ce qui était vraiment tout ce qu'elles pouvaient faire comme amélioration sur leurs appareils. Les avions attribués au 588e n'étaient pas vraiment à la hauteur des normes militaires de l'époque. Il s'agissait de biplans Polikarpov Po-2 en contreplaqué étoile, à cockpit ouvert, conçus à l'origine en 1928 pour l'entraînement. Plus tard décrits comme des cercueils volants, les Po-2 étaient également incroyablement petits, avec juste assez de place pour un pilote et un navigateur qui devaient s'orienter à l'aide de cartes et de boussoles traditionnelles. La technologie de ces avions était obsolète et leur utilité était limitée. Ils n'étaient équipés ni de radar, ni de radio, ni même de parachute. Si l'un des Po-2 s'écrasait, il n'y avait aucun espoir de s'échapper. Et à cause des matériaux de construction, les avions étaient hautement inflammables. Un seul tir bien placé d'une arme anti-aérienne suffisait à enflammer un Po-2 qui brûlait complètement en plein vol avant même d'atteindre le sol comme une allumette, selon un article du site web du Musée national de la Seconde Guerre mondiale. Pour aggraver les choses, le 588e était particulièrement vulnérable à cette artillerie anti-aérienne mentionnée plus tôt, car le poids des bombes attachées à leurs avions les obligeait à voler, à une altitude maximale de seulement 1200 mètres ou une altitude minimale de seulement 600 mètres. Et il n'y avait pas que l'altitude. Les Po-2 étaient également limités en distance, ce qui signifiait que les pilotes devaient se trouver en première ligne du combat. Ainsi, les femmes qui pilotaient dans le 588e savaient qu'elles mettaient leur vie en grand danger. Mais beaucoup d'entre elles préféraient de toute façon l'idée de mourir en service. Être fait prisonnier par les nazis équivalait à une trahison en Union soviétique. Si un soldat survivait et était secouru, il pouvait être jugé par un tribunal militaire et envoyé dans une colonie pénitentiaire éloignée, voire exécuté. Mais rester dans les airs comportait aussi son propre lot de dangers. Si un pilote de Po-2 parvenait à échapper à une mort brûlante ou à un crash suivi d'une capture, il devait encore affronter les éléments naturels. Au fil des saisons, la nature à ciel ouvert des Po-2 devenait difficile à supporter. Voler pendant les nuits d'hiver russes exposait les pilotes à de graves engelures en accomplissant leur mission. Pourtant, malgré leurs rations limitées, une technologie vieille de plusieurs décennies et le risque pour leur vie et leurs membres, le 588e régiment de bombardement de nuit a persévéré. Et le 12 juin 1942, ils ont réussi leur première mission en bombardant plusieurs passages routiers et fluviaux utilisés par les soldats allemands pendant la nuit. Bien que les Po-2 aient eu des inconvénients majeurs, leur maniabilité, légèreté et faible vitesse de vol planée les rendaient parfaitement adaptés à la tâche. Leur petite taille les rendait indétectables par radar ou infrarouge, et l'absence de technologie empêchait aussi leur détection par radiogoniomètre. Selon les mots de l'auteur Steve Prowse, ils étaient en quelque sorte des fantômes. Mais les fantômes n'étaient pas la créature surnaturelle que l'histoire allait associer au 588e régiment. Alors qu'elles poursuivaient leur assaut dans les années 40, les nazis en vinrent à connaître et à craindre le régiment de bombardiers de nuit, les appelant Nachthexen, ce qui se traduit bien sûr par sorcières de la nuit. On n'obtient pas un surnom comme celui de sorcière de la nuit sans raison valable, et le 588e régiment a certainement mérité sa réputation grâce à ses tactiques terrifiantes. En plus de larguer vivres et fournitures aux troupes soviétiques, les sorcières de la nuit attaquaient aussi les troupes au sol, lignes de ravitaillement et véhicules allemands. Bien que soutenir leurs camarades et détruire l'ennemi fasse partie des tactiques nocturnes des sorcières de la nuit, leur objectif principal restait la guerre psychologique. Elles volaient par paires la nuit. Un avion attirait l'attention en tournant autour des projecteurs ennemis et illuminait la cible avec une fusée éclairante, tandis que l'autre coupait son moteur et planait silencieusement pour larguer sa cargaison discrètement. Les Allemands comparaient le sifflement de l'avion à un ballet de sorcières et comprirent vite qu'en l'entendant, il était déjà trop tard. Après une mission réussie, les avions retournaient à leur base et se réarmaient pour un autre vol, effectuant entre 8 et 18 sorties par nuit,
chacune durant entre 30 et 50 minutes. Avec de tels chiffres, les attaques étaient pratiquement sans fin. Les soldats allemands n'avaient pas un instant de repos ou de détente et étaient maintenus éveillés toute la nuit par des explosions pas si lointaines. Les nazis ne pouvaient jamais prévoir où les sorcières de la nuit frapperaient ensuite, mais ils savaient que, où que ce soit, l'attaque serait précédée par le bruit sinistrement inquiétant des balais de sorcières et l'effet était des plus puissants. Les sorcières de la nuit étaient si terrifiantes et causaient tant de dégâts que l'armée allemande a commencé à récompenser tout aviateur qui parvenait à abattre l'un de leurs avions. Pour leurs efforts, ils recevaient la convoitée médaille de la Croix de Fer, mais aucune croix de fer ne pouvait les protéger des attaques une fois la nuit tombée. Au fil de la guerre, les sorcières de la nuit concentraient surtout leurs actions sur le front de l'Est. Elles étaient bien présentes à plusieurs positions défensives clés, notamment lors des batailles de Stavropol et de Transcaucasie, ainsi que lors de la libération de Novorossiysk et de Gdańsk. Elles ont également participé aux campagnes offensives de Crimée et de Biélorussie et ont joué un rôle déterminant à Stalingrad, qui fut sans doute la bataille la plus décisive de la guerre et qui a finalement offert la victoire aux Soviétiques. Tout ce discours sur les sorcières peut sembler fantastique, mais la réalité froide et dure est que le 588e régiment de bombardement nocturne a aidé les Alliés à gagner la guerre contre l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Au plus fort de ces opérations, le 588e régiment de bombardement nocturne était composé de 42 équipages féminins qui ont effectué plus de 23 000 sorties. Ensemble, les sorcières de la nuit ont largué un impressionnant total de 3 000 tonnes de bombes et 26 000 obus incendiaires sur les nazis. Elles ont endommagé ou détruit des dizaines de points de franchissement de rivières, de gares ferroviaires, d'entrepôts et de véhicules blindés, et elles ont effectué 155 largages de nourriture et de munitions aux soviétiques. Elles étaient également le seul régiment du 122e groupe aérien composite à être resté 100% féminin pendant toute la durée de la guerre. Un fait dont ses membres étaient fiers, sachant que l'un des 12 commandements était « Sois fier d'être une femme ». En février 1943, 2 ans avant leur dissolution, le régiment a été honoré par une nouvelle désignation en raison de ses exploits lors des opérations de Novorossiysk-Taman sur la péninsule de Taman. Elles ont obtenu le titre de 46e régiment d'aviation de bombardement nocturne de la garde de Taman, ce qui leur a conféré un nouveau statut d'élite. Les sorcières de la nuit furent l'unité féminine la plus décorée de l'armée de l'air soviétique, avec 23 membres reconnus comme héros de l'Union soviétique. Mais bien que leur succès ait été innombrable, elles ne sont pas sorties indemnes de la guerre. Lorsque les sorcières de la nuit ont été dissoutes en 1945, 32 femmes avaient péri. Parmi ce nombre figurait la fondatrice du groupe, Marina Raskova. Après la guerre, Sopat Fatrota Triadiar, ces combattantes patriotes ont été exclues de l'armée, privées du droit de servir, et beaucoup de leurs exploits ont été minimisés ou ignorés dans la plupart des livres d'histoire soviétiques. Les sorcières de la nuit ont alors cherché du travail comme pilotes de ligne, ouvrières, enseignantes et dans d'autres emplois civils. Leurs contributions à la guerre ont longtemps été oubliées par beaucoup, mais pas par d'autres femmes. Les soviétiques n'étaient pas les seuls à avoir des escadrons de combat féminins pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains avaient les Wasp, femmes pilotes de l'armée de l'air. Même si les Wasp et les sorcières de la nuit ne se sont pas rencontrées pendant la guerre, elles se sont retrouvées plus tard. En 1990, pour le 45e anniversaire de la fin de la guerre, certaines des premières Wasp américaines se sont rendues en Union soviétique pour rencontrer quelques-unes des sorcières de la nuit survivantes. L'arrivée a été saluée par un défilé officiel et ensemble, les deux groupes de femmes ont rédigé des lettres au président américain Bush et au président soviétique Mikhail Gorbatchev. Dans les lettres, les Wasp et les sorcières de la nuit se sont qualifiées de sœurs du ciel et espéraient œuvrer ensemble pour le bien commun. Elles ont appelé à un avenir durable et pacifique pour leurs petits-enfants, attirant à nouveau l'attention mondiale. Aujourd'hui, des figures clés comme Raskova et le major Yevdokia Bersinskaya ont trouvé un héritage permanent grâce aux actions de celles qui leur ont succédé. On peut trouver des rues et des places nommées d'après Raskova à Moscou et à Kazan. Et 2 monuments ont été érigés au nom de Bersinskaya. On peut dire sans risque que, même si l'histoire a tenté d'enterrer l'impact des sorcières de la nuit sur la guerre, elles ne seront jamais vraiment oubliées, ni par les générations qui ont suivi, ni surtout par ceux qui les ont connues de près. Alors, qu'en pensez-vous ? Les sorcières de la nuit méritaient-elles leur redoutable réputation ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et ensuite, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.